Salut, c'est Paul. Je suis hyper content de t'accueillir pour un nouvel épisode de Skyrocket 21, le podcast qui décrypte les facteurs de performance d'athlètes de haut niveau et d'entrepreneurs passionnés. On va parler analyse de la perf, nutrition, récupération, prépa mentale et physique et plein d'autres choses. À la fin de ton écoute, tu seras en mesure de répliquer les routines qui fonctionnent pour le ou la top performer qui se trouve devant mon micro. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast avec un gentil commentaire, ça m'aide beaucoup pour faire connaître le podcast. C'est parti pour l'épisode, let's go! C'est encore moi. Bon, je t'avoue que je me suis peut-être un peu enflammé sur l'intro, mais j'espère qu'elle t'a donné envie d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, à tout de suite. Salut Baptiste, comment ça va ? Ça va et toi Paul, merci. Super, merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. C'est hyper stylé, très bel atelier. Je sens qu'il y a plein de choses qui se passent ici. Ouais. J'ai hâte d'en savoir plus. Écoute, si tu veux, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais ? Volontiers, je m'appelle Baptiste Garcin, j'ai 29 ans, je suis entrepreneur. Ça fait 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai fait les mêmes études que toi. J'ai fait l'INSA Lyon, donc je suis ingénieur aussi en génie électrique. Et depuis 5 ans, j'ai lancé plusieurs entreprises, dont une il y a 3 ans qui s'appelle 10 Times, qui est une entreprise, une marque en fait d'horlogerie. Et le concept est assez simple, on fait des montres un peu sur mesure où tu peux configurer, tu choisis un peu les pièces que tu veux dans ta montre. Et voilà, et aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'en vis. Et j'ai une équipe très sympa et je pense qu'on va en parler un petit peu. Carrément. Ouais, c'est hyper cool. Nous, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus via 10 Times. J'avais déjà entendu parler de toi dans tes expériences précédentes. Tu peux nous dire un peu ce que tu faisais avant de te lancer dans l'entrepreneuriat Ouais, écoute, avec plaisir. Donc j'ai fait des études d'ingénieur comme toi. Et j'ai commencé en tant que consultant dans une entreprise qui s'appelle Amaris, qui maintenant s'appelle Mantoux. Et donc j'étais consultant ingénieur. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des missions. Je travaillais plutôt dans la partie automobile et surtout la partie camion, surtout les systèmes de transmission, les informations dans les calculateurs. Et je sentais que j'avais envie d'entreprendre. Donc avec un de mes amis qui s'appelle Tami, qui était en fait un de mes collègues d'INSA, de l'école, on a décidé de créer une première entreprise qui s'appelait C'est le Pompon. Et le concept, c'est qu'en fait, pendant un voyage au Maroc, on avait acheté, lui il est marocain, donc il m'avait présenté toute sa culture, j'avais vu rencontrer sa famille, on avait pas mal voyagé, et on avait acheté un chapeau Riffin, donc c'est un chapeau de paille pour l'été avec plein de pompons multicolores. Et on s'est dit, on a vraiment envie de lancer une boîte en France, on a envie de lancer un truc ensemble. Allez, on va importer le savoir-faire marocain et les produits artisanaux traditionnels là-bas, et on va les vendre en France. Et ça a démarré comme ça, une première aventure entrepreneuriale. Énorme. Ouais, j'ai découvert cette aventure sur un de tes derniers posts LinkedIn il y a quelques semaines ou quelques jours. Tu racontais tes galères de fournisseurs et qu'au final, tu t'en étais bien sorti. C'est clair. Grosse galère. C'était les premières boîtes qu'on montait ensemble. Donc, on était deux jeunes. On était deux jeunes INSEADIens, donc deux jeunes ingénieurs qui montent une boîte qui est quand même basée sur la mode et le marketing. Donc, autant dire qu'on n'avait pas les critères qu'il fallait pour que ça fonctionne. Mais c'est pas grave, on s'est lancé quand même. Et chemin faisant, on a eu toutes les galères que tu peux rencontrer. On a un peu fait un site, des réseaux sociaux, et les fournisseurs, ils étaient loin. Et comme ce que je disais dans mon post, c'est que 2 jours avant le lancement de la 2e année, on avait tout fait, les designs, tout préparé, tout vu avec le fournisseur, les délais, les prix, tout était nickel. Et 2 jours avant, il nous dit « Stop, j'arrête de bosser avec vous ». Okay. Il y a une raison ou c'était inconnu Et en gros, d'ailleurs c'est assez présent aujourd'hui, ça façonne pas mal ma manière de travailler avec mes fournisseurs, c'est que la communication c'est un point hyper important pour moi avec mes fournisseurs. Bon, avec tout le monde d'une manière générale, même avec mes employés, tous les gens qui veulent travailler avec 10 Times, je leur dis on peut se dire les choses. Moi je suis tout à fait capable d'entendre qu'on me dise Bat, là ça va pas, tu fais n'importe quoi, ou bon, après il y a des formes pour le dire, mais je suis tout à fait capable d'entendre, de dire ok, on va pas dans le bon sens, ou c'est pas la bonne manière de faire, ou t'as mal abordé un sujet ou quoi. Par contre, il faut qu'on reste dans la communication. C'est-à-dire s'il y a une frustration, il faut qu'on puisse en parler. Et du coup, c'est hyper important pour moi, même avec mes fournisseurs.
Et donc, s'il y a un retard, tu m'en parles. Si moi, je trouve qu'il y a un problème, je t'en parle et tu es prêt à écouter. Et on trouve des lieux d'échange, de négociation. Et là, il y en avait vraiment très peu avec lui. Et donc, du coup, on le saoulait, quoi, à tout le temps vouloir discuter. Ok, d'accord. C'est marrant, du coup, c'est ta première expérience entrepreneuriale. Il y a quand même un gros lien avec ce que tu fais aujourd'hui, j'ai l'impression. Produit, mode, luxe. Complètement. C'est ça, tu as tout à fait raison. En fait, je me suis rendu compte que j'ai essayé de lancer pas mal de projets. Je suis parti sur des services à la personne, j'ai tenté des trucs comme ça. Et en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois, je trouvais un projet qui avait lien, même c'est plus spécifique que ça, c'est à l'accessoire de mode. Okay. Donc j'ai tenté de lancer un truc, si mes amis qui le savent, j'avais fait un peu de pub sur mes réseaux perso. Glacis, c'est le concept du Vinted, mais de la lunette de soleil. Okay. Donc j'avais eu plein de petits projets, donc toujours autour d'accessoires de mode. Ouais. Ok, trop cool. Donc est-ce que tu peux nous définir un peu du coup ta zone de génie, peut-être ce sera un peu en lien avec ça. Avec plaisir. Je pense que tu l'as compris, moi j'aime bien tester des projets qui sont plutôt dans les accessoires de mode. Et est-ce que c'est ça ma zone de génie? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une zone, c'est une sorte de chose que j'adore faire. Et j'adore, vraiment, je suis très enthousiaste à le faire. Du coup, je deviens de meilleur en meilleur maintenant. Mais je pense que vraiment la zone en tout cas, qui pourrait s'approcher de ma zone de génie, c'est vraiment toute cette partie transmission d'émotions, en fait, échange. Tu vois, par exemple, là, le podcast, j'aime trop faire ça. J'espère que ça va intéresser les gens. J'espère qu'on va échanger des choses qui vont leur apporter et que l'un dans l'autre, vu que je suis assez passionné, que j'aime beaucoup l'entrepreneuriat et puis les projets que je monte, et en général, c'est assez inspirant. Donc, disons que j'arrive pas mal à embarquer les gens dans mon histoire, dans mon aventure, à partir du moment où j'arrive à les toucher. Et là, du coup, j'ai un point d'amélioration là-dessus. Ma zone de génie, je dirais que c'est plutôt embarquer les gens dans mes délires. Ouais. Ok. Moi, c'est plutôt utile quand tu fais une marque de mode, d'horlogerie, créer un univers. Ce que tu fais d'ailleurs très bien avec 10 Times. J'adhère vu que je suis client aussi, donc forcément, pour ceux qui nous voient en vidéo, vous pouvez voir les belles montres. Ok, ouais, donc on voit bien que ta zone de génie se trouve dans la création et dans la création d'un monde, mais aussi de produits, puisque ça se tourne beaucoup sur des produits. Tu nous as dit que tu as essayé un peu les services, mais ça te botte moins. Ouais. Et du coup, comment ça se traduit dans ta vie quotidienne, cette zone de génie, cette envie peut-être de lancer toujours des nouveaux projets, de tester des nouvelles choses? C'est une bonne question. Je me fais accompagner aujourd'hui avec un coach, qui est une coach d'ailleurs en l'occurrence. Et donc du coup on en a parlé. Et c'est pas forcément du coup une bonne chose parce que j'ai tout le temps envie de faire des nouveaux projets. J'ai tout le temps envie de faire des nouveaux produits, des nouvelles propositions d'expérience autour de l'horlogerie, etc. Et en fait, du coup, ça me défocalise un petit peu sur bien faire déjà ce qui est existant. Mais oui, clairement, en tout cas, j'adore lancer des nouveaux produits et je suis vraiment très bon dans le lancement des nouveaux produits. Dans le sens, les idées, l'implémentation, en fait, surtout ça. L'exécution de lancer un nouveau produit. Mais c'est beaucoup plus difficile après de bien le promouvoir, etc. J'ai vraiment pas de problématique à trouver les fournisseurs, à faire des tests. Voilà, ça, je l'ai fait tellement de fois. On a itéré tellement de fois avec 10 Times que je sais très bien sortir un produit. Donc, si j'ai, tu vois, par exemple, une opportunité, soit avec une personnalité, soit avec quelqu'un qui a vraiment la capacité de marketer ça, je sais que ensemble on fera un truc de fou parce que j'ai vraiment une bonne capacité à créer un produit. Tu peux nous parler peut-être de ta collaboration avec Sonny Anderson, peut-être comment ça s'est passé? Oui, carrément, avec plaisir. Mais écoute, en effet, c'est assez dingue. Au bout d'un an et demi d'avoir lancé 10 Times, en fait, je reçois un message sur LinkedIn de l'agent de Sony qui me dit écoute Baptiste, on suit un petit peu 10 Times, on a vu ce que tu faisais, c'est très sympa, on aime beaucoup les montres. Sony est à la recherche de partenaires, notamment lyonnais. Il a envie de promouvoir parce que Sony, donc, il est brésilien de base, mais quand je discute avec lui, il me dit mais tu sais, moi mon cœur est lyonnais, je me considère lyonnais, quoi. Et peut-être pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas lyonnais, qui connaissent pas Sonny Anderson, une légende de l'OL qui est arrivée au début
des années 2000 où il y a eu la série de Sacre. Moi, j'étais tout jeune, donc c'était un peu ma star aussi, ce qui fait partie des Brésiliens qu'on rejoint à Lyon avec Chris, Juninho, tout ça. Un des plus gros transferts en Ligue 1 à l'époque qui était fait par Aulas. C'est ça. Voilà, donc en tout cas, dans le cœur des Lyonnais, qui est une personnalité quand même qui a marqué la ville et qui a envie de redonner et qui a envie de montrer son attachement aussi, Tout si à je fait. comprends bien. C'est ça, donc lui, il est complètement lyonnais et c'est vrai que pour nous qui sommes, voilà, on était gamins quand on le voyait jouer en Ligue des Champions. J'avais regardé ses stats, il marquait quasiment une fois par match en Ligue des Champions. Enfin, c'est vraiment l'un des plus grands buteurs de l'OL. Et quand je reçois ce message, je dis ah ouais, mais là c'est quoi cette histoire? Moi j'étais là, on avait un tout petit atelier, j'avais même pas 10 mètres carrés avec mon bureau, une petite lampe, mon ordinateur, et je faisais mes montres à la main enfin voilà quoi. Et là t'as Sonny Anderson, l'agent de Sonny qui nous dit faut qu'on se rencontre quoi. Et je dis ah ouais d'accord. Donc ouais, ça fait bizarre. Ok. Et du coup, la suite, qui s'est passé quoi avec? Et la suite, tout simplement, on s'est rencontrés. Il y a eu un match direct. Sonny, c'est quelqu'un de solaire, super sympa. Et en fait, il m'a dit très simplement, j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc je me suis dit, il vaudra peut-être avoir une montre, qu'on lui fasse une montre sur mesure. Alors je me dis, voilà, on va faire un truc un peu sympa. S'il est OK, on fera un peu de com dessus. Il me dit, écoute, j'aimerais faire une montre avec toi. Je dis, bien sûr, Sonny, avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux comme élément? Il me fait, non, mais je crois que t'as pas compris. Je veux qu'on sorte une montre ensemble. Je veux qu'on la fasse en 100 exemplaires, en édition limitée. Wow. Là, je dis, ah ouais, d'accord. Ok, il me fait, mais t'es sûr de ça? Il me fait, ouais, je suis sûr de ça. Ok, bon, écoute, on va faire ça. Alors, moi, j'étais comme un dingue, donc superbe expérience. Et donc, du coup, on a bossé, il a choisi, il est venu plusieurs fois à l'atelier, je lui ai présenté des montres. En plus, c'était le moment où on sortait ce nouveau design-là. Enfin, on n'allait pas le sortir, mais on l'avait déjà dans les bacs. Et on se dit, voilà, on préparait un peu comment on allait le sortir. Là, je lui ai montré, il a adoré. Il a fait une montre vraiment à son image. Bracelet caoutchouc pour le côté un peu sport, bracelet noir. Et le boîtier, il est avec un revêtement couleur cuivré, or rose. Et du coup, c'est un peu solaire. Et il le dit lui-même, on a fait une vidéo avec lui. Et il le dit lui-même, c'est quelque chose qui est vraiment, qui reflète sa personnalité. Ce côté un peu, ce côté classe et sportif. Et le côté rayonnant, tu sais, en plus, il est bronzé, donc l'or rose, ça sort vachement bien sur sa peau, etc. Donc la montre est juste exceptionnelle. Ouais, elle est magnifique. Et est-ce qu'il en reste des exemplaires ou pas? Ouais, il en reste encore. Il reste? Ouais, il en reste encore. On mettra le lien. On peut la commander comment? Sur le site? Sur le site, ouais. Tu choisis le numéro parce qu'elles sont toutes numérotées. Ah, c'est trop Et cool. il en reste donc. Qui c'est qui a la numéro 69, tu sais? Ouais, je sais qu'il y a le numéro 169 et il est assez proche de Sonny. Ok. Et ouais, non, il a. C'était un. Lui, il a la numéro 9, Sonny ou... Non, il a le numéro 0. Parce qu'on 0. s'est dit qu'on allait vraiment laisser aux gens la possibilité d'avoir la 1, la numéro 9, la 69. Il y a même une personne qui a pris la 42, et d'ailleurs s'il m'entend je le salue, et qui est juste extra, il a dit je prends la 42 juste pour vous faire chier. 42 c'est Saint-Etienne, pour ceux qui n'ont pas les rêves de foot, c'est la rivalité. C'est la grosse rivalité. Ok. Trop cool. Ouais, donc ça doit être une expérience de malade, quoi. Le truc qui est assez fou, c'est qu'en fait avec l'équipe de Sonny, on s'est dit... Ok, on va sortir une superbe montre, mais est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Et la folie un peu qu'on a sortie, et j'ai vraiment envie de le répliquer maintenant, c'est qu'on n'a pas juste proposé une montre avec Sonny Anderson, c'est que les 15 premières personnes à avoir acheté la montre, on les a invités en loge VIP à l'OL, et ils ont regardé un match avec Sonny Anderson. Donc c'était assez fou, en plus parce que c'était Lyon-Montpellier. C'était, je crois, un des derniers matchs de la saison, si je ne dis pas de bêtises, mais je dis peut-être une bêtise. Par contre, c'était le match de l'année. Il y a eu 9 buts pendant la rencontre. On se faisait dominer, je crois, 4-1, et on est remonté à 5-4, mais dans les dernières minutes. C'était un match de folie. Et donc, tous les participants, tous les clients qui étaient là, mais franchement, on a passé un moment mythique. Ah ouais, c'est ça qui est... c'est trop cool là, ce que tu as réussi à faire, je trouve, amener. C'est ce qui se fait aussi dans le luxe, ce qu'on voit, c'est créer une expérience, pas seulement acheter un objet. Et après, avec tout ce qu'il y a avec, les gens, ils ont associé toute cette montre à toute cette expérience, quoi. Sony, le match, c'est incroyable. C'était incroyable. Donc grosse expérience exceptionnelle. Et puis, voilà comment ça s'est passé. Et on a fait une soirée aussi de lancement
qu'on a préparé au moment où voilà, on voulait sortir la montre. C'était une très belle soirée, il y a eu beaucoup de gens, c'était vraiment, vraiment cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, donc là, c'était direct un gros jalon réussite, un gros... Carrément. Et est-ce qu'il y a eu des plus petites réussites avant ça, j'imagine? Comment tu as vendu ta première montre, créé déjà? On n'a même pas parlé, j'imagine que c'est une passion pour toi avant de créer un business autour de ça. Tu t'es pas dit du jour au lendemain, allez, let's go, je vais faire ma montre, quoi. Non, en effet. Comment ça t'est venu? C'est vrai qu'on a sauté un peu quelques étapes. Comment ça m'est venu? Déjà, en fait, avec le Covid, moi, j'ai perdu. Je gérais une équipe. J'étais manager d'une petite équipe en parallèle du travail de consultant que j'avais. Et en fait, je l'ai perdu avec le Covid. Et on a dû fermer la première boîte avec le Covid parce que les frontières ont été fermées pour la deuxième année. Et donc, on n'avait pas notre stock. Et déjà que c'était assez difficile comme business, c'était un business qui était très sur l'été. Tu vois. Donc du coup, on s'est dit, bon, on va pas ramer plus que ça. On a décidé d'arrêter. Je suis en super bon terme avec mon pote. D'ailleurs, j'ai fait un post, il a réagi récemment. Et puis on se voit assez régulièrement. Donc voilà, on a bien fini les choses. Mais du coup, je me retrouve sans mon équipe. C'est vraiment ce que j'aimais, driver les gens, etc. Ouais. Et je me retrouve aussi sans projet entrepreneurial. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à chercher de nouveaux projets, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ouais. Et... dans une vitrine, je vois une magnifique Rolex pendant l'été, je regardais, etc. Je ne suis pas un grand fan de la marque, mais la montre était très belle. Et en fait, l'aventure, elle a commencé 10 Times, où j'ai tapé le nom du modèle sur Instagram, et j'ai vu une montre Seiko qui reprenait vraiment les codes esthétiques de cette montre-là, avec un boîtier, comme je te disais, un peu or rose cuivré, un cadran noir, une lunette mate, noir mat, très sympa, et un bracelet caoutchouc. Et je l'ai trouvé trop belle, et je me suis dit, voilà, on est dans le même esprit, j'ai envie de l'acheter, et voilà. Et je suis allé sur le site de Seiko, j'ai jamais trouvé cette montre-là. Et en fait, en cherchant un petit peu plus, j'ai mis quelques semaines à trouver, en fait, c'est quelqu'un qui avait acheté une Seiko, mais qui l'avait transformée. C'est-à-dire qu'il avait démonté les pièces de la montre, et il l'avait remonté avec d'autres pièces. Et ça, c'est ce qu'ils appellent du Seiko modding. Modding, c'est la contraction de modifying en anglais. Et en fait, c'est qu'il avait transformé sa montre. Okay. Et en fait, j'ai commencé à rentrer là-dedans, à me dire, OK, comment ça marche, etc. Et j'ai mis 2 mois et demi à arriver à comprendre ce qui se passait, contacter quelqu'un qui était capable de le faire, qui me pose des questions franchement compliquées, où il me disait, ouais, tu veux quoi comme réo? Est-ce que tu veux un insert comme ça dans ta lunette avec un verre double dôme? Je dis, mais de quoi tu me parles là? Attends, là, tu me parles chinois, je comprends rien. Moi, je t'envoie une photo. Si tu sais me la faire, super. Et sinon, j'essaie de trouver quelqu'un d'autre, tu vois. Je trouvais l'expérience client vraiment pas top. Et j'étais certain qu'il y avait des gens qui étaient intéressés de faire d'autres montres comme ça. Et du coup, je me suis dit, tu sais, quand il y a une friction à un endroit, il y a quelqu'un qui est prêt à mettre de l'argent, mais qui a une friction, il y a une opportunité business. Et donc, j'ai testé ça. Et comment je l'ai testé, et ça je pense que c'est une anecdote assez sympa, c'est que je suis allé sur Facebook sur des groupes de fans d'horlogerie, et tout simplement j'ai pris sur Instagram des photos de montres customisées comme ça, que je n'avais pas en ma possession du tout, et je les ai mises en mode sur les groupes, salut les amis, je vends ces montres là, je les ai faites, qui est-ce que ça intéresse? Et là en 2 jours ou 3 jours, j'ai reçu mes 130 messages. Ah ouais, moi ça m'intéresse et tout, comment on fait, machin. Et donc une petite stratégie entrepreneuriale. Je me suis dit, là, déjà, je vois qu'il y a un attrait, donc je ne m'étais pas totalement trompé. J'avais rien fait, j'avais rien lancé pour l'instant. C'était vraiment le test. Et en fait, j'ai commencé à tester mon positionnement de prix. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une vingtaine de personnes. Je leur ai dit, c'est simple, celle-là, elle est à 1 000 €. Et je voyais les réactions. Ah ouais, 1 000 €, c'est un peu cher. Bon, ok, il y a quoi dedans? C'est quoi les matériaux? Ok. 20 autres personnes, je leur dis 800 €. Ah, 800 €, ok, d'accord. Donc c'est toi qui l'as fait. Et comment ça se passe pour le transport, l'envoi? Ça coûte combien? Ok. Et j'envoie à 20 autres personnes, bon, même pas 20, quelques-unes autres. Et je leur dis 600 €. Et là, ce qu'ils me disent, c'est ok, comment on fait pour payer? Et du coup, j'ai vachement capitaliser sur cette stratégie pour me dire, ok, je vois que c'est à 600 € sur ces montres-là, les gens ils sont prêts à y aller, quoi.
Et voilà, la seule question qui se pose, c'est comment on paye. Et après, j'ai fait mes calculs en me disant, bah voilà, j'achète une montre, j'achète les pièces et je la transforme, donc je compte un peu de main-d'œuvre. Je la revends à 600, est-ce que ça marche? Et puis rouler jeunesse, quoi. Ok. Voilà, c'est comme ça Donc que. les premières briques de Ten Times ont été posées C'est ça. devant une vitrine Rolex, Ouais. puis sur des groupes Facebook, Puis sur des un peu groupes moins Facebook. glamour, mais c'est beaucoup plus efficace. Quoi. Très efficace. Pour tester à minima l'idée, Ouais. exceptionnel. Ok. Et puis, ouais, enfin, j'avais en tête quand on avait parlé, tu disais, il y avait aussi tout le problème, donc il y avait le prix d'une Rolex, mais il y avait aussi le temps que tu mets à l'avoir, Ouais. l'accessibilité. Là, justement, tu peux pas aller chez Rolex et demander je veux celle-là et donner ta carte bleue. Ça marche pas exactement comme ça. Tout à fait. Ouais, en fait, 10 Times, donc pourquoi ça s'appelle 10 Times? C'est en anglais parce qu'on avait on a une volonté internationale et surtout européenne. Et la deuxième chose, c'est que 10 Times, ça veut dire 10 fois, et ça veut dire 10 fois plus accessible. C'est-à-dire qu'on n'est pas moins cher, c'est qu'on est plus accessible. Et tu viens de pointer, tu viens de mettre le doigt sur la problématique qu'ont les montres qui ont un superbe design aujourd'hui, c'est qu'elles sont inaccessibles. C'est-à-dire que même si tu as, je te dis une bêtise, mais 10 000 euros pour aller t'acheter une Rolex, bah, si tu vas chez Rolex avec tes 10 000 euros, ils vont te dire bah, désolé, mais on ne te la vend pas. Elle n'est pas accessible. Ils te mettent sur des listes d'attente qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, voilà, il faut les relancer tous les 2 mois, 3 mois. Et, ou bien il faut avoir acheté des faut déjà être client sur d'autres modèles qui sont moins prisés. C'est pas accessible. Ouais. Quoi. Puis même eux ne savent pas trop, je crois, ils reçoivent toutes les semaines, ils reçoivent un paquet avec des montres, ils savent limite même pas trop ce qu'il y a dedans, et puis Écoute, de ce qu'ils disent en tout cas. Ouais, voilà, moi j'y travaille pas, je sais pas exactement ce qui se passe. Il y a plein de monde qui disent plein de choses. Ouais. Moi je veux pas me positionner, mais je sais que voilà, c'est compliqué. Ouais, ok. Ouais, ultra. Bon, déjà, c'est ultra inspirant du coup de voir que tu as réussi à entreprendre dans un milieu qu'on peut imaginer plutôt fermé et voir qu'au final, en fait, il suffisait d'aller au contact du marché, ce que tu as fait sur Facebook, voir si ça prenait, et ça a pris. Et donc, du coup, au début, tu fais comment? Tu fais tes premières montres déjà, tu te formes, j'imagine, Ouais. parce que bon, pour avoir fait l'atelier avec toi, c'est pas évident de monter une montre. C'est Si tu clair. sais pas faire, ils n'étaient pas accompagnés. Donc, comment tu fais pour te former déjà? Eh ben, très bonne question. Tu tapes formation horlogerie, quoi, j'ai envie de te dire, ou atelier horlogerie, ou je sais pas, des choses comme ça. Et tu essayes de voir ce qui est proposé. Alors, tout de suite, tu vois les CAP. Moi, j'avais pas envie de me lancer pendant 2 ans sur un CAP pour devenir horloger et avant de lancer ma boîte. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé initiation horlogerie, atelier horlogerie. Et j'ai vu qu'il y en avait un qui s'appelle Objectif Horlogerie et qui t'apprennent à assembler et désassembler un mouvement de montre. Donc je me dis, c'est pas mal, je vais me familiariser avec les outils, puis je vais pouvoir leur poser des questions. Et Samir, qui est le fondateur d'Objectif Horlogerie, super sympa, qui me dit, ouais, carrément, il te faut tel outil pour faire telle étape, etc. Et donc du coup, il m'a vraiment accompagné au début grâce à cette initiation. Et puis après, j'ai cherché des vidéos YouTube, c'était plutôt des Américains ou des Asiatiques qui faisaient des vidéos sur comment désassembler une Seiko et comment la remonter. Et donc je commence à regarder, j'achète des kits d'outillage que je trouve un petit peu là où je peux, quoi, Amazon, des trucs comme ça. Et, parce que le monde horloger, c'est un monde très fermé. Si tu veux des pièces d'horlogerie, tu vois par exemple, tu as un fournisseur qui s'appelle Beko Technique, donc on utilise pas mal pour nos outils. Il faut que tu aies une société horlogère pour pouvoir créer un compte. Donc si tu as juste une société, je crois que tu peux pas, tu vois. Ils te vérifient, ils te scannent, et si tu as une société dans l'horlogerie, là, ils te disent OK. Donc tu vois, c'est vachement difficile d'accès. C'est ce qui peut faire aussi ta force. Maintenant, j'imagine, avec plusieurs années d'existence, c'est un peu une barrière à l'entrée, dire, voilà, toi, tu as tous les fournisseurs, tu es enregistré, tu as les formations, tu as pu recruter aussi des gens qui ont des compétences en interne. Tout à fait. Ce qui est peut-être pas évident. Je sais pas, c'est comment le marché de l'horlogerie pour recruter? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de gens qui se forment à ces métiers encore ou Alors, ça reste... c'est une très bonne question. Il y a un point qui est très intéressant dans l'horlogerie, sur la partie formation, c'est qu'aujourd'hui, donc il y a un CAP d'horlogerie en 1 an ou 2 ans, je crois. 1 an, je ne suis pas sûr, mais 2 ans, c'est sûr. Et pour y accéder, c'est souvent de l'alternance. Tu n'as pas énormément d'écoles en France qui le font. Et la problématique, c'est que pour faire une alternance là-dedans, tu dois trouver un employeur, évidemment. Et en fait, les horlogers de quartier sont souvent les employeurs les plus plébiscités. Et c'est très difficile parce que ils n'ont pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc déjà, il y a peu de place. Ouais. Et en plus, ils ont besoin de main-d'œuvre qualifiée tout de suite. Ils n'ont pas forcément envie de se prendre la tête à former de zéro quelqu'un. Et donc, du coup, ceux qui sont en CAP, qui veulent rentrer en CAP, c'est extrêmement difficile.
Ok. Par contre, ceux qui sont à l'étape du dessus, après le CAP, tu peux faire un BMA. Bah là, c'est beaucoup plus simple parce que tu justifies déjà 2 ans, donc tu sais tout faire. Ouais. De toutes les actions de base que tu peux aller faire chez ton horloger, tu peux le faire. Ok. Donc du coup, ils n'ont aucun problème à trouver, hormis qu'ils sont beaucoup plus à demander que ils sont beaucoup plus à demander qu'il y a d'offres sur le marché. Ok, Donc c'est assez difficile. ok, je comprends. Super, on a fait un bon aparté sur Ouais. Time Time. Je pense qu'on pourra y revenir peut-être plus tard à la fin pour que tu nous dises aujourd'hui où vous en êtes et l'évolution de vos montres. Parce que tout à l'heure, tu nous parlais de Seiko, mais là, aujourd'hui, quand je regarde ma montre, je vois 10 Times sur Tout le à cadran. Donc, on pourra en parler peut-être vers la fin. Là, si on revient du coup un peu plus sur toi, maintenant que tu as expliqué ton parcours, où tu en étais, moi, je me demande comment perso, tu as géré tout ça parce que donc, au début, tu étais tout seul. Tu lances une société qui fait des produits, donc avec toutes les galères, tu en as déjà cité quelques-unes au début, mais en gros, tu vas pas vendre des prestations, tu as besoin j'imagine, d'argent déjà, de le stockage, de fournisseurs, de main-d'œuvre pour assembler, peut-être de SAV quand il y a une pièce qui est cassée, tout ce qu'on peut imaginer. Du coup, pour commencer un peu par la base, comment tu définirais, toi, une routine de performance et puis comment, toi, tu l'appliques dans ton domaine, dans ta vie quotidienne? Eh bien, écoute, une routine de performance, je dirais que je l'ai depuis pas si longtemps que ça. Tu as fait en même temps que moi le marathon de Lyon là, en 2023 et je pense que ça a vraiment commencé là. Moi, je m'étais fait accompagner par une coach avant qui m'avait aidé sur certaines choses, mais vraiment la performance, la routine de performance, je l'ai mis en application en préparant le marathon. Et donc du coup, je me rends compte qu'il faut que je fasse à peu près 3 à 4 séances de sport par semaine pour être en fait dans un état, un niveau d'énergie assez haut. Et il faut que je fasse aussi un peu gaffe à ce que je mange et comment je m'habille. C'est-à-dire que, en fait, j'ai remarqué un truc. Avant, quand j'allais m'entraîner, je mettais des t-shirts de sport, quoi. Voilà. Et ils étaient un peu loose, enfin, tu vois, les trucs. Et l'autre jour, j'ai acheté des t-shirts de performance sportive, des trucs un peu techniques, tu sais, contre la peau, etc. Notamment pour là, quand en ce moment il fait froid, quand on court, il faut que tu aies un truc un peu technique. Et en fait, tu sais, tu sens le vêtement qui est vraiment contre toi, qui te compresse un peu. Et du coup, tu sens vraiment ta peau, tes muscles, tout. Ok. Et en fait, rien que le fait d'avoir acheté ce t-shirt et de le porter quand je cours, je te jure, tu regardes mes temps sur Strava, j'ai explosé. Genre vraiment, je cours beaucoup plus vite. Je vais me challenger encore plus loin parce qu'en fait, c'est tout bête, mais ce t-shirt me met dans un état d'énergie et me met dans un état de performance. Ok. Donc voilà. Et par extension, tu sais, parfois, j'arrive, il fait froid, je sais qu'aujourd'hui je vois pas de clients ou quoi, je me mets un hoodie, je me mets un jean tranquille, des petites baskets et puis ciao quoi, tu vois, je me pose et je bosse. Et je me suis rendu compte que quand je faisais gaffe à la manière dont je m'habillais, il fallait que je me sente bien dans mes habits, tu vois, que des trucs qui sont bien coupés sur moi, etc. Je sais pas, ça m'envoie une belle image de moi et du coup ça me met dans un niveau d'énergie qui est haut et j'ai l'impression que le monde, je peux croquer le monde quoi. Ah ouais. Justement, au début, je m'attendais pas à ce que tu me parles de t-shirt de sport. Quand tu m'as dit comment je m'habille, moi, ça me fait pareil. Souvent, les lundis, tu sais, t'as pas envie de sortir et tout. Et là, les lundis, je me souviens, c'était surtout c'était au lycée ou même à l'école d'ingé, où parfois j'arrivais bien habillé le lundi et tout. Alors qu'en école d'ingé, t'es comme moi à l'INSA, tu vois. Tu vois, c'est plutôt jogging, t-shirt, quoi. Moi, c'était, ouais, mais le lundi, déjà que j'ai pas envie de sortir, si en plus je me mets un vieux jog, ça va pas aller. C'est clair. Et ok. Là, c'est marrant ça. Et ça marche du coup même pour le sport. En fait, ça a démarré dans le sport et Ouais. en fait, je l'ai appliqué à tous les autres leviers, quoi. Parce que c'est vraiment une routine de performance. Ok. Vraiment s'habiller. Et tu sais, en fait, c'est quand même une image que tu te renvoies. Tu vas avoir ta tronche. Bon, il n'y a pas un miroir devant toi tout le temps. Mais du coup, si tu te vois dans le miroir, tu sais ce que les autres vont voir. Ouais. Et donc, du coup, tu vas quand même envoyer une image. Et je sais pas, toi, tu le ressens, tu vois, tu le vis. Tu sais, je te dis une bêtise, mais si tu es habillé en costard 3 pièces, tu sais, je sais pas si c'est un adage, mais il y a une phrase assez connue qui dit si tu veux un poste spécial, si tu te mets à t'habiller comme les gens qui sont dans ce poste-là, ça va faciliter ton accès à ce poste-là. C'est un peu pareil. Si tu te mets dans ton mindset que tu es un entrepreneur ou une entrepreneuse à succès, et que tu as des exemples un petit peu que tu vois
des images. On parlait d'Anthony Bourbon, tu vois, par exemple, tout à l'heure. Tu sais, tu vois un peu la manière dont il se tient, la manière dont il parle, la manière dont il s'habille. Et ben, si tu te mets dans ce même état que lui, tu augmentes tes chances d'être performant et d'arriver à ça, en fait. Ouais, Tu c'est de la visualisation, en fait. C'est vraiment, tu visualises et puis tu te mets dans un état. Ouais, c'est ultra intéressant. Il y a différents. J'ai envie de revenir sur plusieurs points. Je te dis direct les deux, comme ça, si j'oublie tout à l'heure, tu peux me rappeler. Il y a le premier, c'est quand tu dis te mettre dans des dispositions, c'est aussi du coup se faire accompagner avec du coaching et pas. Et en fait, ne pas se dire. En fait, les meilleurs, les plus gros CEO, les plus gros entrepreneurs, ils ont des coachs, les présidents, ils ont des coachs dans plein de trucs. Et c'est. Je pense que c'est un peu. Enfin, moi, c'est ce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, à la marque un peu des grands, c'est de se faire coacher. Et donc parfois, bon, ça peut coûter cher, ça peut être un vrai investissement, mais c'est comme ça qu'on arrive à passer à l'étape d'après, à grandir. Et le deuxième point que je voulais, qui était aussi hyper intéressant, c'était quand tu as parlé de routine de performance, tu as commencé par le marathon. Ouais. Et de dire, en fait, c'est, vu que dans le podcast, là, l'idée c'est de parler des athlètes de haut niveau et de comparer avec les entrepreneurs, des routines. C'était assez marrant de voir que c'est par le sport et t'as sûrement engagé les mêmes mécanismes que pour le marathon, pour 10 Times. Tu t'es fixé un objectif, mis des entraînements, des routines, et après, tu as pu le transposer, donc ce que tu dis dans ta vie perso. Donc, qu'est-ce qui a changé déjà, pourquoi tu as fait ce marathon? Qu'est-ce qui t'a déclenché l'envie de faire un marathon? Waouh, très bonne question, à laquelle j'ai la réponse, je te rassure. Et je te rejoins carrément sur les deux sujets, juste petit aparté. Le coaching, incroyable. Je me fais coacher depuis un peu de temps, mais j'ai changé un peu la manière de me faire coacher et ça a totalement changé mon business. Et deuxième chose, donc pour répondre à ta question, pourquoi j'ai voulu faire le marathon? En fait, à la base, je me suis mis à courir en 2019, donc il y a 4 ans, avec ma sœur, pour accompagner ma sœur, pour qu'on fasse un truc ensemble et puis pour qu'on fasse du sport, parce qu'elle avait des objectifs aussi de remise en forme physique, etc. Je me suis dit, allez, ça me fait une bonne occasion. Et en fait, je me suis fait piquer par la course en démarrant comme ça, en étant juste l'accompagnant, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, tu cours 3 km, après tu cours 5 km, 10. Après, quand tu as fait 10, tu vas chercher 15. Et quand tu as fait 15, tu vas chercher ton semi-marathon. Et donc, j'ai fait pas mal de semi-marathons. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ça me tentait pas trop de faire 42 parce que moi, j'étais là vraiment pour le plaisir. Et je savais que si j'allais faire un marathon, je pouvais pas juste aller courir le dimanche comme ça pour rigoler. Il y avait un vrai entraînement à faire. Et je sais pas, au bout d'un moment, quand le 21, tu le fais comme ça, un petit peu, pas les doigts dans le nez, mais tu peux le faire à un rythme pas trop rapide et ça se passe bien et tu peux faire ta journée après. Tu te dis, OK, il faut que j'aille chercher plus loin. Et donc, j'ai fait un 30 km et vu que ce 30 km s'est bien passé, j'ai dit, la prochaine étape, c'est marathon. Okay. Donc, j'ai préparé ça et du coup, ce 30 km m'a mis en mode, OK, j'ai vu qu'il fallait vraiment se préparer. Au bout des 30 km, j'étais mort, j'avais mal aux jambes. Pendant 3 jours, je ne pouvais plus marcher, c'était une cata. Et je me suis dit, OK, aie de l'humilité, va chercher ton 42, mais l'humilité, en fait, je l'ai créée en travail d'entraînement. Et en fait, il s'est passé plein de choses. C'est que vu que j'ai commencé à le faire, que j'avais pas envie de souffrir le martyre pendant le marathon, et en fait, je me suis tenu et je me suis discipliné à faire cet entraînement. Ouais. Et là, du coup, c'est là qu'il y a tout a découlé. Ah, mec, c'est tellement ça. Moi, quand on parle avec. Moi, du coup, je l'ai fait pareil avec mon frère Jazz et mon meilleur pote Arthur, que tu as déjà croisé. Déjà, pour la petite anecdote, c'est marrant parce qu'on s'est croisés à la remise. Des dossards. La remise des dossards, on n'avait pas du tout. On savait pas. Mais ce qu'on disait, c'est. On se disait, mais qu'est-ce qu'on retient du marathon? Et moi, perso, et je pense que tout le monde sait que c'est la prépa. En soi, le marathon, au jour J, c'est la récompense, mais ce que tu retiens, ce qui est vraiment cool, c'est la prépa. Et je disais, mais pourquoi, en fait, là, après le marathon, moi, j'ai arrêté la course, je me suis mis d'autres objectifs de sport. Mais le marathon, et j'ai eu du mal j'ai mis 2-3 semaines avant de retrouver, tu vois, une routine d'entraînement, prendre du plaisir et tout. Et je disais, mais pourquoi le marathon, ça a marché? Mais c'est qu'en fait, tu as une date. Et comme tu dis, en fait, c'est un truc qui te fait peur. Enfin, quand t'en as jamais fait et t'as pas envie de souffrir, t'as un honneur, t'as envie de le finir. Et du coup, tu te dis, mais si je vais pas m'entraîner, ça va mal se passer. Ah, oui. Donc, t'as pas le choix. Et donc, c'est ça que je trouve trop cool avec un marathon, où ça peut être autre chose. Ça peut être un 10 km pour une personne qui commence à courir. Mais c'est que tu sais que telle date, telle heure, tu prends le départ. Et que si t'as pas envie de souffrir et si t'as envie de le terminer, faut que tu t'entraînes, quoi. Donc et du coup, dans l'entrepreneuriat,
je trouve que ça peut être un peu... Peut-être que tu as trouvé des clés un peu de la même manière pour l'appliquer dans ton business. Je sais pas, peut-être que ça peut être... Parce que tu peux te dire, bah, tu te fixes des objectifs, souvent bah, tu les atteins pas, ok, c'est un KPI qui va ressortir. Est-ce que ça t'impacte pas physiquement? Ça peut t'impacter peut-être sur une rémunération ou autre chose, mais comment... Est-ce que tu as réussi à le transposer dans le business ou est-ce que tu Complètement. réfléchis à faire des choses comme ça? Complètement. En fait, c'est ce que je te dis depuis quelques mois. Mon mindset a quand même beaucoup changé. Pourquoi? Parce que ce qui a beaucoup changé, c'est ce côté discipline. En fait, là, en ce moment, il fait froid, bah, je vais quand même courir 3 fois par semaine ou 2 fois, ça dépend. Mais en tout cas, t'y vas, quoi. T'as pas forcément envie et t'y vas. Et dans l'entrepreneuriat, c'est assez facile de te complaire dans des tâches qui sont faciles et de repousser un peu les trucs qui sont difficiles. Et j'y arrive pas encore très bien, mais ça m'a mis déjà un pied à l'étrier en me disant, ok, tu sais faire la discipline de l'entraînement sportif parce que tu l'as fait pour ton marathon et ça s'est bien passé. Ouais. Et du coup, ben, par extension, tu le fais dans le business. Ouais. Après, c'est trouver, justement, ce qui peut être intéressant, vraiment trouver les leviers qui font que, voilà, c'est de l'organisation. Après, en fait, c'est mettre un système en place pour que tu n'aies pas le choix et que ta routine, elle soit, sans te poser de questions, tu fasses. Mais il y a un truc qui est intéressant. Bon, Il y a un truc qui est intéressant, c'est que, tu sais, par exemple, si tu sens que dans ta semaine, ça va être compliqué de t'entraîner, bah, il faut que tu fasses du qualitatif avec peu de temps. Donc, tu vas faire du fractionné pendant 45 minutes, tu vas sortir tes KO, mais au moins, tu as fait une bonne séance et tu as avancé vers ton objectif. Et je trouve que le parallèle avec l'entrepreneuriat, il est super intéressant. Pourquoi? Parce que parfois, tes semaines, bah, tu as plein de trucs, tu as aussi envie d'avoir une vie personnelle, etc. Et donc, du coup, bah, le fait de se dire, OK, j'ai pas beaucoup de temps pour être performant, mais il faut que je sois performant, bah tu sais, c'est la loi de Pareto, 80-20. Tu mets 80% de tes efforts sur 20% de ton temps, et donc du coup, ça donne 80% des résultats. Et ouais, cette déformation, on va dire, d'aller à l'essentiel et d'être très intense dans certains moments de ta journée ou de ta semaine pour faire tomber le boulot, j'en suis encore loin, mais disons que ça m'a mis dans cette dynamique-là. Ouais. Oh, j'avais lu un truc il n'y a pas si longtemps qui disait justement, alors quand tu es à n'importe quel niveau en vrai dans une entreprise, souvent en fait ta journée elle se résume, ou même ta semaine, à 5-6 décisions importantes que tu as à prendre. Alors ça quand tu as des postes plutôt de direction, mais sinon 5 ou 6 tâches importantes à faire. Et ce que tu dis, c'est la loi de Pareto. Et le reste en fait c'est superficiel, mais il faut savoir tout donner, être optimal sur ces tâches-là ou ces décisions. Et surtout, du coup, moi, ce que je vois, même si on creuse un peu plus, en fait, c'est savoir identifier ces décisions ou ces tâches-là, et donc avoir un bon système de gestion de priorité, de savoir ce qui est important pour toi, et comment tu le sais, c'est en te fixant les objectifs et en ralliant, tu sais, quel objectif ça sert ou non. Mais moi, c'est un système, je trouve ça hyper passionnant. Ce que j'aime dans l'entrepreneuriat perso, même dans l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, ou la gestion de projet plus globalement, quoi. Mais c'est ce truc complexe de savoir ce que tu fais, à quoi ça correspond et comment tu atteins les objectifs. Après, si on creuse, on pourrait même creuser jusqu'au why, jusqu'au pourquoi cet objectif. On va peut-être ça. Mais si tu veux, on peut revenir sur le sujet du coaching qui carrément, me semble être super intéressant. Du coup, je voulais justement te demander de parler un peu plus de ton coaching, sur quoi peut-être tu te faisais accompagner, sous quelle forme ça prenait. Et ben avec plaisir. J'ai commencé par le coaching où en fait je sentais que je nageais un peu, tu vois, je brassais beaucoup d'air. Enfin, je ne sentais pas que je brassais beaucoup d'air parce qu'à la fin de la journée, j'avais l'impression d'avoir pas arrêté de la journée. Et en fait, au final, mes sujets principaux, ils n'avaient pas avancé. Et en fait, j'avais pris une coach qui m'avait dit, mais regarde, passe une semaine, tous les jours, tu notes heure par heure, mais limite minute par minute, ce que tu faisais. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Et tu te rends compte de toutes les interruptions que tu as. Quand tu es chef d'entreprise, quand tu as des employés, quand tu as des fournisseurs, quand tu as des clients et qui sont en contact direct avec toi, mais laisse tomber. Quand je sais pas, je dois faire une modification sur le site, ça peut me prendre la matinée parce qu'en fait, je passe les 3/4 de mon temps à être interrompu, à me défocaliser, à pas être concentré parce que j'ai un fournisseur qui m'appelle, parce qu'il y a une galère à gérer, parce que je sais pas quoi. Et en fait, du coup, en faisant ça, en notant ça,
Vraiment sur un carnet, genre vraiment j'arrivais, je notais à 7h30, j'arrive, 7h05 j'ai bu un grand verre d'eau et voilà, 7h40, entre 7h35 et 7h50, j'ai discuté avec mes employés sur tel sujet, après on a changé de sujet, et en fait tu te rends compte, et après j'ai commencé à regarder mes mails, en fait tu commences pas ta journée avant 9h30 alors que tu es arrivé à 7h30 quoi. Et quand tu vois ça, quand tu l'écris, tu le vois et tu t'en rends compte. Et c'est là où tu dis, oula. Et tu vois, du coup, quand je vois un fournisseur qui m'appelle, alors que c'est un moment où je me dis, maintenant, il faut que je fasse ça, bah, du coup, je réponds pas, tu vois. Et je répondrai après. Et ça, donc ça, c'est le premier outil. Il est bien mis mon micro? Ouais, c'est Ok, nickel. parfait. Ça, c'est le premier outil. Ça recorde toujours? Ouais, Magnifique. c'est bon, on est bon. Et le premier outil, c'est vraiment une to-do list, mais presque militaire, où en fait, j'anticipe tous ces moments-là d'interruption et je me mets des plages horaires, mais qui peuvent être même parfois très courtes, parfois 10 minutes, et je me dis, ok, cette semaine ou aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Ok, j'estime que ça va prendre 1 heure ou 30 minutes ou 10 minutes, et je me mets 14h10, je fais cette tâche-là. Je sais qu'elle va durer 20 minutes, donc à 14h30, je fais la prochaine tâche. Et ça, je me le prépare tous les lundis matins, et j'essaie de le faire pour le maximum de la semaine. Ok. Et je me laisse en général vendredi après-midi, ce que j'appelle le buffer, c'est que je sais que je vais me faire interrompre, mais au moins ma trame elle est là. Et du coup, à la fin de la journée, je rentre pas à la maison tant que j'ai pas checké mes petites boxes, quoi. Et donc comme ça, quand tu rentres chez toi, tu sais, à un moment, tu as été déconnecté, tu te dis, ah putain, qu'est-ce que je faisais? Hop, tu reviens sur ta liste, tu sais que tu en étais là, elle n'est pas cochée, donc c'est ce truc à faire. Ouais, Donc ça, c'est un des premiers coachings que j'ai eu. c'est trop. Ça, c'est bien un mouvement, je trouve, enfin, qu'on a eu il y a 1 an et demi, 2 ans, en tout cas, que moi j'ai vu arriver. Je suis pas mal les outils, je suis un peu un geek, c'est vrai, plein d'outils. Et justement, de passer de ta to-do list et qu'elle soit reliée à ton calendrier, peut-être que tu as un outil comme ça. Je sais pas si tu le fais à la mano aussi. Non, je le fais à la mano. Et du coup, tu as des trucs comme Makiflow, ou même là, j'ai vu un truc qui s'appelle Amy, je crois, où tu as ta to-do, et en fait, tu vas glisser et mettre direct dans ton calendrier et dire combien de temps ça te prend. Ouais. Enfin, ce que tu fais, quoi. En gros, tu te réserves des passages de temps. Et moi, j'avoue que j'ai encore du mal à faire ça, mais j'aimerais bien y arriver et pouvoir structurer plus, parce que je pense que c'est ultra efficace. Bah, je pourrais t'envoyer parce que du coup, il y a un truc qui est vraiment pas mal. Moi, j'utilise Notion pour ça. Ok. Et tu sais, tu as ce qu'ils appellent les toggle lists. Ouais. Donc, c'est des listes déroulantes, quoi, Ouais. littéralement. Et en fait, nous, on en crée une pour le lundi, une pour le mardi et jusqu'à vendredi. Et en fait, on est 3 dans l'entreprise. Et donc, chacun a sa petite ligne Ok. lundi. Et quand tu déroules sa ligne, tu as matin et après-midi. Et en fait, en début de semaine, moi, je fais la to-do list avec mes employés. Et donc, du coup, on remplit, je leur dis, bah voilà, cette semaine, le gros objectif, c'est qu'on ait fait l'inventaire, il faut qu'on ait produit 15 montres, il faut qu'on ait, je sais pas quoi. Et puis, sur la partie marketing, il faut qu'on ait fait 3 newsletters, il faut qu'on ait préparé Noël et le jour de l'an. Et en fait, on se dit ça et on se dit, ok, bah, on les met quand, comment, c'est quoi les prios. Et du coup, on se les dispatche dans les jours. Et ce qui fait que moi, je peux suivre l'avancée de leur boulot parce que soit ils l'ont coché, soit ils l'ont pas coché. Et ils mettent aussi très précisément les heures auxquelles ils ont fait les trucs et ce qu'ils ont fait. Et comme ça me permet de voir aussi un peu sans les déranger, tu vois. Ça, c'est hyper important, sans les interrompre. Je peux ouvrir le truc et je me dis, ok, purée, elle a fait ça ce matin. Bon, on va pouvoir en parler dans notre point, on va pouvoir ci, ça. Ah tiens, elle va faire ci cet après-midi. Ah purée, il faut que je la prévienne d'un truc. Et c'est hyper... Enfin, moi, je trouve ça vraiment puissant. Ouais, c'est trop Et ils cool. voient aussi ce que je fais. Parce qu'ils voient, ils se disent, ah purée, Baptiste, il a fait ci, il va faire ça cet après-midi. Voilà, c'est trop bien. Là, c'était énorme. Notion dans une montre, dans une boîte qui fait de l'horlogerie pour le Notion, le truc des gros geeks. Mais comme quoi, ouais, cet outil, c'est incroyable. Ouais, tu l'utilises depuis longtemps? Ouais, ça doit faire bien 2 ans. 2 ans. Ouais, ça doit Ok. faire bien 2 ans qu'on l'utilise. Ouais, tu peux tout faire avec ça, c'est génial. Et du coup, le coaching, juste pour concrètement bien comprendre, enfin, quand moi, demain, je vais me faire coacher comme toi, comment t'as cherché où? Tu cherches quoi comme type de coaching? C'est coaching business, perso? Et comment ça, concrètement, c'est des appels toutes les semaines, tous les mois? Très bonne question. J'ai eu 2 coachs différents, avec 2 manières différentes. La première, c'est dans mon réseau. En fait, j'en ai discuté un ami qui s'appelle Romain, avec qui je partageais mes locaux, qui est entrepreneur aussi. Et donc, on discutait souvent. Et sur nos problématiques, il m'a dit, mais tiens, tu devrais te faire accompagner en coaching, elle t'aiderait à avancer. Mes coachs, c'est souvent des femmes, d'ailleurs.
et elle t'aidera à avancer sur ce sujet-là, etc. Et donc du coup, il me l'a présenté. Donc voilà, j'ai vraiment eu une recommandation. Et quand le format, c'était, on se prenait une séance. Donc la séance, elle peut durer 50 minutes, comme elle peut durer 1h15, 1h20, mais on est autour des 1 heure. Et en fait, on dégrossit les points ensemble de, ok, c'est quoi tes gros sujets en ce moment, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Et avec elle, en tout cas, c'était vachement comme ça. Et du coup, en fait, en 50 minutes, 1 heure max, Par semaine? par problématique, j'ai envie de te Ah, ok, dire. c'est toi qui sollicitais, Ouais. j'ai besoin d'une séance là. Et si en fait, c'était super bien fait parce que je dis un gros problème, j'arrive pas à être plus visible sur les réseaux. Ok, on prend le truc et à la fin de la séance, tu as des choses à mettre en place. Tu sais, tu n'as pas une solution, c'est pas tu prends 1 heure de coaching et tes problèmes ils sont résolus. Bien sûr. C'est on te donne une première technique, tu vas l'essayer et on se revoit quand ça paraît pertinent au vu des résultats. Et on se dit, tu l'essayes sur 3 jours et on se revoit dans 4 jours. Et voilà. Donc Ok. en fait, ça dépendait des séances. Et une fois qu'on avait résolu, entre guillemets, le problème, ou en tout cas que je me sentais à l'aise, et que en fait, tu le vois pendant les séances de coaching, avec cette manière de faire-là, en fait, naturellement, on se dit, on va pas se dire la semaine prochaine, c'est le point est passé, ou il n'est pas résolu. Mais disons que j'ai suffisamment d'outils pour le résoudre dans l'avenir. Ok. Donc c'était comme ça que ça a fonctionné pour la première. Ok. Et pour la deuxième, si tu souhaites que j'enchaîne là-dessus, pour la deuxième coaching, là c'est un truc complètement différent. J'ai été comment dire, c'est des pubs Instagram. En fait, la personne, je l'ai vue tellement de fois sur Instagram. Et à chaque fois, et en plus ça me faisait rire parce que c'est quelqu'un qui vraiment est à fond dans l'énergie, etc. Et qui est... Si t'es pas dans le truc, tu te dis, putain, c'est un gourou, il nous fait chier à nous vendre ses trucs de coaching, etc. Et en fait, moi, j'étais hyper réceptif parce que j'avais pas mal de problématiques spécifiques en ce moment-là. Mais ça me faisait quand même assez rigoler de le voir, donc c'était très bien. Ouais. Et en fait, à un moment, il a proposé un outil gratuit sur les pubs que je voyais. Et il m'a piqué, tu vois, il m'a vraiment bien... Il m'a cerné, quoi. Ouais. Il me parlait comme si c'était mon associé et qu'il savait exactement ce qui se passait en ce moment. Ouais. Donc il m'a vachement parlé, il m'a vachement touché avec ça. Et il m'a proposé de télécharger un outil. Et en fait, là, j'ai rentré mes infos. Et après, j'ai été contacté. Alors que j'ai même pas... D'ailleurs, j'ai jamais utilisé cet outil, j'ai même pas eu le temps. Je suis rentré dans le coaching direct parce qu'ils m'ont contacté super vite. Ok. Et là, pour le coup, c'est un coaching complètement différent. J'ai un coaching individuel 1 fois par semaine pendant 1 an. Ok. Non, individuel 1 fois par mois pendant 1 an. Et en groupe 1 fois par semaine pendant 1 an. Ok. Et en plus de ça, il y a pas mal de vidéos sur en fait, ce coach qui transmet un petit peu des clés sur comment être plus productif ou sur comment créer du contenu et créer une communauté sur les réseaux sociaux, ce genre de choses-là. Donc du coup, c'est hyper complet, mais c'est un accompagnement sur 1 an. Ok, ouais, donc là c'est défini dans le temps, tu as des points réguliers C'est et aussi ce que je vois de différent, c'est que tu as des sessions de groupe. Comment vous êtes combien par groupe? C'est quoi ton ressenti? On est 4-5 par groupe Ouais. et c'est assez intéressant quand les gens sont à peu près à la même vitesse que toi. Ok. Et donc du coup, tu as des problématiques, en fait tu résous un peu des problématiques, ou en tout cas tu évoques des problématiques qui sont intéressantes pendant ces groupes-là. Et après, en plus tu peux créer potentiellement du lien, faire du business entre les personnes, etc. Mais surtout les points perso et surtout tout le contenu vidéo. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur un point hyper important, mais qui fait pour moi vraiment toute la différence. C'est que ce coaching, le premier coaching, je payais les séances heure par heure, et puis c'était un tarif qui était correct. On était à moins de 100 € de l'heure, tu vois. C'était un investissement, évidemment. Mais voilà. Là, cette formation-là que je fais actuellement sur 1 an, elle me coûte mais tellement cher. Et en fait, je pense que les meilleures formations, c'est celles qui apportent le meilleur contenu, évidemment, mais pas que. C'est aussi celles qui te coûtent. Parce qu'on a tous un prix. Voilà, peut-être que 100 € c'est extrêmement cher pour quelqu'un, quand 1 000 € ce sera pas cher pour quelqu'un d'autre. Mais c'est une formation qui te coûte. Pourquoi? Parce que quand ça te coûte pas, que tu la fasses ou que tu la fasses pas, tu t'en fous, t'as pas perdu d'argent, voilà, c'est pas grave. Par contre, quand ça t'a vraiment coûté, que limite tu pouvais pas te le permettre, en fait t'as pas le choix. Tu dois appliquer ce qu'il y a dans cette formation. Et tu dois vraiment la suivre assidûment. Parce que
c'est un trop gros investissement pour que tu sois pas à fond dedans. Et ça a changé ma vie. Genre vraiment. Le fait de payer super cher. Genre même si quelqu'un il me faisait une formation à 1500 €, tu vois, et qu'elle était mais exceptionnelle, si 1500 € c'est pas assez cher pour me dire ok je fais exactement tout ce qu'il va me dire, voilà, avec bien évidemment un sens critique, hein, mais le fait de payer vraiment au-delà de ce qui est entre guillemets raisonnable, ça t'engage. Et du coup tu fais vraiment les choses et je crois que c'est là que tu as les vrais résultats. Là, c'est marrant, ça on le voit, c'est aussi ce qui est parfois critiqué, mais là c'est du coup trop cool d'avoir ton retour, de toi qui vis le truc en plus en ce moment. Là t'es plutôt sur la fin du coup ou Non, je suis au tout début. Non, t'es au début, Ça ok. fait un mois. Ok. Ouais, souvent on entend oui c'est cher, mais en fait ça fait partie du process. Exactement. C'est exactement ce que tu dis. C'est fou. Je n'y croyais pas, je connaissais pas ça. Ouais. Enfin, je sais pas que j'y croyais pas, je connaissais pas. Mais je pense, tu sais, le moment où j'ai acheté la formation, il y a eu un déclic. Ouais. C'est-à-dire que, sincèrement, j'aurais pas eu la formation, ça aurait été pareil. Parce que j'ai changé mon mindset. Je me suis dit, ok, quand je paye ce truc-là, en fait, ça t'éclaircit les choses. Tu dis, ah ouais, non, mais attends, là j'ai payé, il faut que ça marche. Et donc, c'est quoi ? Bah, c'est évident, bien sûr, bien sûr. Il y a. Qu'est-ce que je voulais dire, ouais, sur les. Oui, du coup, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure pour le marathon, je trouve, en fait, on peut un peu faire le parallèle, où c'est un peu la douleur, on dit, ouais, t'as pas envie d'avoir mal, enfin, de mourir pendant le marathon, donc tu t'entraînes. Voilà, c'est un peu pareil, c'est en gros, la douleur, c'est, quand on revient en entreprise, souvent, l'indicateur, c'est l'argent, même en perso. Donc là, t'as payé très cher, il faut, entre guillemets, que tu le rentabilises, et donc t'es à fond, et en fait, c'est ce qui fait que tu vas faire tout, pas louper une session, appliquer ce qu'on te dit, et essayer vraiment de t'améliorer, c'est assez intéressant. Et le deuxième point, ça y est, qui m'est sorti de la tête, donc ça y est, ça me revient ce que je voulais te dire, c'était par rapport aux investissements, tu disais, voilà, payer la formation, c'est déjà la première étape. Ça me fait penser à ce que tu disais au début sur la manière de s'habiller, qui peut parfois être un investissement si on veut avoir des habits de qualité, c'est pas forcément ultra cher, mais par rapport à du H&M ou du Zara, forcément, ça va coûter un peu plus. Rien que le fait de l'acheter, tu vas te mettre dans un mood de ouais, je veux renvoyer une belle image de moi et aussi avoir une bonne estime de toi. Et moi, ça me fait penser aussi en perso, là, je teste des compléments alimentaires et c'est vrai que c'est pas mal, c'est un petit budget, mais je le vois vraiment comme un invest. Et pour te dire comment j'ai pris la décision, c'était, j'avais un montant où je savais que je me fixe des montants que j'investis régulièrement. Et j'ai dit, ce mois-ci, je vais pas investir en bourse, ce que tu veux, sur mon assurance vie, je vais acheter des compléments alimentaires avec cet argent. Et du coup, c'est rien que ça, même si comme tu dis, si je les prenais pas, ça déjà, ok, ça veut dire que tu investis dans toi, que tu vas avoir une meilleure santé, une meilleure performance. Et puis ça te pousse, dans mon cas, par exemple, à aller à la salle, je me dis, je prends de la créatine, si je vais pas à la salle, ça sert à rien, donc je vais aller à la salle. Et c'est un peu les garde-fous, un peu comme le marathon, ce qu'on disait, pour y aller, quoi. Ouais, t'as tout résumé, c'est littéralement des garde-fous, quoi. Des garde-fous, et ça te met aussi dans une dynamique, un état d'esprit qui est que, ouais, t'es dans l'énergie, quoi. Et je pense que c'est surtout ça. Et tu vois, je pense qu'on pourrait le résumer, ça peut être des compléments alimentaires, ça peut être des vêtements, ça peut être n'importe quoi, peu importe en vrai. Mais du temps où ça te met dans cette énergie où en fait t'es, je sais pas, ouais, ça va au-delà de toi, quoi. Ouais, là pour le coup les compléments c'est un garde-fou, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal, même si tu sais pas si ça fait des effets ou quoi, mais peut-être que ça se trouve c'est un effet placebo, mais bon, je pense que quand même il y a la science derrière qui est en backup. Mais quand bien même, ouais, c'est un état d'esprit. Et tu vois, un truc tout bête, tu disais Zara, H&M, etc. Je sais pas sur des marques spécifiques ou quoi, mais même des trucs pas chers, ce qui pour moi est important, je pense que c'est que ça puisse correspondre à le style que tu visualises en fait. Tu vois, moi c'est plutôt un style où j'aime les choses qui sont bien coupées, qui sont bien fitées, etc., qui tombent bien et qui te mettent en valeur, quoi. Si quelqu'un c'est quelque chose de loose, etc., franchement, il n'y a pas de prix spécifique ou de marque ou quoi. C'est vraiment la sensation que tu as. Alors après, si ton besoin, enfin, tu vois, si tu as besoin d'une marque spécifique pour exprimer, pour te sentir dans quelque chose, etc., parce que c'est le milieu que tu vois, il y a beaucoup de gens qui l'ont, là, dans ce cas-là, il faut aller sur une marque spécifique. On parle pas mal d'horlogerie.
l'horlogerie, tu as souvent Rolex qui est la marque phare pour envoyer par exemple un statut social ou en tout cas pour être, on va dire, dans une mouvance ou quoi que ce soit. La couronne, hein, c'est la couronne des champions. Voilà, c'est excellé, c'est beaucoup de valeur, Rolex. Donc ça peut passer par des choses spécifiques, mais ça peut passer aussi juste par d'une coupe. C'est vrai. Oui, quand je voulais dire investissement, alors ça peut être la marque, comme tu as dit, mais je pensais, en fait, une personne lambda, tu arrives, tu as 25 ans, globalement, si tu fais pas attention, bah, tu as des habits qui ont 10 ans, tout ça. Je veux dire, en fait, c'est un investissement de refaire un minimum sa garde-robe, Clairement. tu vois, que ce soit d'ailleurs chez Zara, H&M, mais bah, forcément, tu dois, si tu veux changer un peu de pantalon, des pulls, enfin, tu vois ce que je veux dire, des chemises, c'est cet Clairement. investissement-là dont je parlais. Et pour la montre, ouais, bah, c'est typiquement, c'est ça. Moi, je pense aussi que enfin, je sais pas si j'ai raison là-dessus, mais donc, comme tu dis, tu renvoies une image et puis aussi ça t'attire enfin, les gens qui se ressemblent, ça semble entre guillemets, et puis tu t'attires un peu les gens Enfin, c'est exactement en fait ce que tu disais quand tu t'habilles comme un gars qui veut, parce que tu veux ce poste, bah, le fait d'avoir tel accessoire ou t'habiller de telle manière. Il y a un truc intéressant que tu dis aussi, tu vois, on l'a vécu, je pense, j'ai l'impression tous les deux. Quand on était en école d'ingé, on s'habillait bien. Moi, je venais en costume, en chaussures de ville et tout, et j'étais le seul en école d'ingé à être comme ça. Et en fait, t'as un double effet. T'as un premier effet où tu vas attirer les gens qui sont un peu comme toi, parce qu'ils se retrouvent en toi. Donc, du coup, tu vas toucher, voilà. Et t'as un autre effet, c'est que t'es rejeté par potentiellement tes pairs, ou en tout cas les gens qui sont dans le même microcosme que toi, mais qui ne s'habillent pas comme toi ou qui ne sont pas dans la même mouvance. Ouais. Et l'avantage de ça, c'est que ça t'accélère un petit peu ta sortie de ce monde-là pour passer au deuxième. Parce que tu es rejeté. Donc du coup, personne n'aime évoluer dans un endroit où il est rejeté. Donc du coup, naturellement, tu vas limite passer des étapes plus rapidement parce que tu es plus conforme à là où tu te développes. Ouais, c'est ultra intéressant. Ouais, t'as les deux effets. Ouais, c'est ça, il y a vraiment les deux effets. Ouais. J'avais pas pensé au second. T'as les deux effets. Ok, t'as trop marrant. Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises qui te donne un super pouvoir? Tu nous as parlé de ta planification de la semaine. Ça peut déjà être un outil, je pense, qui est essentiel. Ouais. Est-ce que tu en as un autre en perso ou pas forcément, que ce soit pour 10 Times ou pour ton super t-shirt, c'est-à-dire qui te donne des super pouvoirs? Si tu exploses tes temps, c'est un peu ton habit de super-héros, quoi. Écoute, un outil ou un élément qui me permet d'être performant, c'est vraiment cette to-do list, moi je pense. Et il y en a un nouveau, du coup, que j'ai eu grâce à ma formation. Je l'ai testé que cette semaine, donc on verra. Mais en fait, c'est ce qui s'appelle l'agenda du leader. Okay. L'agenda du leader, c'est quoi ? C'est pareil, comme une to-do list, sauf qu'au lieu de mettre toutes les actions spécifiques que moi je mets vraiment en détail ce que je dois faire, à quelle heure, etc. C'est un truc tu te mets ton objectif de l'année dessus, tu l'écris en une phrase ou deux, tu te mets ton objectif du mois, du trimestre, tu te mets ton objectif du mois, tu te mets ton objectif de la semaine, et après, tu as 5 jours, enfin tu as 7 jours en l'occurrence, et tu remplis chacun des 7 jours avec une ou deux choses qui doivent être faites. Et en gros, c'est une ou deux choses pour chaque... c'est une ou deux choses par jour, entre guillemets, sauf si tu ne bosses pas un jour. Et elles sont directement liées à ton objectif de la semaine, qui est directement lié à ton objectif du mois, qui est directement lié à ton objectif du trimestre, qui est directement lié à ton objectif de l'année. Et qui, lui, est lié à ton but profond. Okay. Et ça, en fait, je ne l'ai pas encore exploité suffisamment. Je l'ai commencé lundi. Ouais. Et en fait, tu as une clarté de là où tu vas qui est indécente. C'est-à-dire, je te dis une bêtise, ton objectif, c'est d'être libre financièrement dans 3 ans, de gagner un revenu passif de 2 000 € par mois. Je te dis une bêtise, c'est très spécifique. Plus c'est spécifique, mieux c'est. Et donc, du coup, tu te dis ça, ok, pour le faire, faut que j'ai, 1 million d'euros d'actifs, je dis n'importe quoi. Hein. Et pour avoir 1 million d'euros d'actifs, il faut qu'en 3 ans, j'ai généré 500 000 la dernière année, 300 000 la deuxième et 200 000 la première. Et du coup, pour faire 200 000 la première, au premier trimestre, il faut que j'ai fait 30 000, 50 000 le deuxième, 100 000 au dernier, et puis tu te débrouilles avec là. Et pour faire 30 000 au premier, il faut que tu... Et en fait, tu mets des jalons, des actions, des machins. Et en fait, plus tu fais ça, plus ça devient précis, jusqu'à ce que tu arrives
à ton jour. Sauf que ça, c'est sur la même fiche. Tu le vois, tout. Tu vois tout le cheminement. Et il y a une logique. Et du coup, quand tu arrives à ta journée, tu te dis, bah voilà, je vais faire juste une action aujourd'hui. La plus importante, c'est quoi? Tu vois, aujourd'hui, bah moi, c'est le podcast avec toi. Et donc, ben, aujourd'hui, je mets toute mon énergie. Il faut qu'il y ait un truc qui soit fait et bien fait, qui soit fini. C'est le podcast avec toi. Ok, ça c'est trop cool. Et tu connais les OKR, enfin le système des OKR, ça te parle ou pas? Les plans Là, comme stratégie, ça, non? Les objectifs qui résultent, en fait c'est exactement ça. Et c'est mis en place dans pas mal d'entreprises ou en start-up où tu as la North Star métrique, donc c'est vraiment ton but profond, ce que tu dis. Et après, tu as tes grands objectifs qui sont détaillés. Après, tu as des sous-objectifs. Ça peut être par équipe, par business unit, ce que tu veux. Et après, tu as tes key results, donc c'est vraiment tes actions, comme tu dis. Et chaque action, du coup, de chaque personne dans l'opérationnel, et aussi, ça peut être pas forcément de l'opérationnel, quand tu remontes tout en haut, ça sert là, North Star Metric, là, l'objectif, mais c'est exactement ce que tu viens de décrire très bien. Et du coup, l'appliquer au niveau perso, c'est vrai que je pense que ça peut être quelque chose de très bénéfique. Eh ben, c'est ça, pour le coup, moi, je connais pas mal de gens qui le font, je le fais aussi, et je sais que ouais, ça aide beaucoup quand même dans l'organisation. Complètement. Bah, ils te disent aussi de le faire en perso. On va passer à la partie marrante. Tu vas me choisir 3 emojis. Et 3 emojis plus ou moins un. Et tu me dire pourquoi tu choisis ces emojis. Ok. Et c'est quoi? C'est pour me représenter? C'est ouais, pour vraiment, j'ai choisi comme vraiment, c'est le free. Ce que tu as envie Ok. de transmettre voilà, devant la caméra pour le podcast. Alors, la caméra. Écoutez-moi bien. Mes 3 emojis. La première. Ouais, non, la première, je pense que celle que j'aime le plus, c'est le feu. C'est le feu. J'utilise pas forcément souvent cette expression c'est le feu, mais par contre, c'est vrai que quand je trouve qu'il y a un truc qui est excitant, un truc qui est marrant, un truc qui est chaleureux, qui envoie de l'énergie. L'énergie, c'est le feu, quoi. Vraiment. Et donc, du coup, l'emoji feu, c'est un truc. J'en l'utilise à fond. J'adore. Okay. Mais elle met la patate, quoi. Ouais. Ok. T'en as d'autres ou pas? Bien sûr, bien sûr. Donc là, ça, c'est la première. La deuxième, c'est un peu dans la même énergie. Moi, je suis quelqu'un d'assez. Je suis assez extraverti. Et puis, j'ai pas mal d'énergie aussi. Je bois pas de café, tu vois. Je prends pas d'excitant, je prends pas de thé, etc. Parce que je suis déjà complètement barjot. complètement barjot au sang, donc il n'y a pas besoin. Mais là, je trouve que j'ai été assez calme, donc ça va. Ouais, t'es parfait là. Mais du coup, la deuxième, c'est, tu sais, les petites confettis là, qui sortent de trucs de fête, parce que moi, j'adore déconner, j'adore me marrer avec des potes, les fêtes, etc. Même si je sors beaucoup moins maintenant, mais sur le fond, fondamentalement, en soirée, moi, je me mets à danser, je suis là que pour faire rire mes potes. Enfin, c'est mon objectif ultime. Donc, j'aime beaucoup cette ambiance. C'est toujours autour de l'énergie, quoi. Ok. Et après, une troisième. Je dirais, je sais pas comment t'expliquer, mais je la trouve esthétique et je trouve qu'elle correspond bien à mon état actuellement. C'est le cerveau rose, là, tu sais. On voit un cerveau rose. Ouais. Et je sais pas, déjà, je la trouve belle. Je trouve que le rose, il est beau. Les formes, les contours sont bien. Je les imagine un peu noir-bleu, tu vois. Et je sais pas, je trouve ça stylé. Et il y a un truc aussi, en ce moment, j'ai l'impression que je commence à comprendre des choses, tu vois. Et évidemment, la classique, hein, plus t'en comprends, plus tu te rends compte que t'avais rien compris et que t'as encore beaucoup de choses à apprendre. Et du coup, je trouve ça sympa. C'est un peu cette dynamique-là, c'est-à-dire beaucoup d'énergie, de la passion, la fête éventuellement, mais c'est plus la célébration plutôt que la fête. C'est plus la célébration. Et ce cerveau où en fait, t'es en train de façonner, t'es en train de... Ouais, il se passe un truc, quoi. Ouais. Donc voilà, les 3. Ok, vas-y, trop cool. Ouais, j'adhère pas mal à ces 3 aussi, je pense. C'est quoi tes 3 là, si on a le temps de... Moi, mes 3, ouais. Putain, là, tu me prends à court, attends, à un moment donné. À un moment donné, allez, mes 3, je vais t'en dire 3. Moi, que j'utilise beaucoup sur mon téléphone. J'utilise pas mal le bras musclé, tu vois, le muscle. J'hésitais à le dire aussi, ouais, carrément. Parce que ça représente un peu... c'est une autre forme d'énergie, tu vois, la puissance en mode t'es solide. C'est aussi, ça vient, je pense, de mon passé de rugbyman, muscu, tout ça. Où, voilà, tu vois, en mode quand c'est trop cool, tu mets un bras qui flex, quoi. Le deuxième, je mettrais.
J'utilise beaucoup le feu aussi, mais j'ai essayé d'en trouver un autre. Moi, je mets le feu ou les étincelles, Ok. mais surtout le feu, parce que sur Mac, quand j'écris feu, tu sais, ça le met, donc c'est plus simple que l'étincelle. De fou. Et sinon, le dernier, je regarde vite fait dans mes derniers messages, je vais tricher. Après, moi, j'utilise pas forcément le cerveau, mais tu m'as dit. Ouais, bien sûr. des Non, emojis que c'est- j'aimais bien. Là. Oui, bien sûr. Là, je regarde avec Arthur. Ouais, il y a le bras qui revient tout le temps. Putain, que tu m'as pris au dépourvu. Donc, toi Allez, aussi, hein. le mec qui. C'est banal, mais le smiley qui rigole, tu sais, qui rigole avec les larmes, parce que je suis hyper bon public et je rigole, je rigole assez facilement. C'est vrai. Et du coup, en vrai, je mets tout le temps ce smiley qui rigole. Ok. Le dernier, j'en ai dit 2 là ou 3? T'en as dit 3. J'en ai dit 3 déjà. Ouais, Je voulais t'as dit rajouter la montre. Le parce que, bras, le pour feu ou les étincelles. Ah, et voilà, c'est ça. Et la montre, parce que quand même, on fait un podcast avec toi, et ça fait partie aussi de mes passions, justement, l'horlogerie depuis quelques années. Je m'intéresse à ça, voilà, parce que j'aime bien la mode et ce que ça représente aussi, je pense, que tu disais, voilà, Rolex, en vrai, moi, ça me fait rêver surtout, tu vois, je suis passionné de golf aussi, ils sponsorisent les plus gros tournois de golf, et quand tu vois pour le Master, par exemple, qui est le tournoi de golf le plus prestigieux, sponsorisé par Rolex, tu vois, rien que les pubs, ça te met dans un mood incroyable. Ah ouais. Et même quand. Alors que tu sais derrière que ça peut être de la production de masse, quoi, enfin voilà, mais tu vois les codes qu'il y a et que ça renvoie, c'est un peu comme d'acheter un t-shirt Nike pour aller courir, tu vois. Ouais, c'est Genre ça. c'est Nike, Just Do It, tu vois, t'es LeBron James, t'es Michael Jordan, Tiger Woods, tu vois, Ils tous sont les trop gens qui forts. sont inspirants. Enfin, en tout cas, moi perso, tu vois, c'est Nike, quoi. Donc t'as envie d'avoir des Nike. C'est, ok. C'est tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait de t'habiller pour la performance. Mm. Et la performance, ça peut être sportive, mais ça peut être aussi entrepreneurial. Ça peut être, je sais pas, si tu es chirurgien et qu'il y a un chirurgien renommé qui a les cheveux bouclés et qui met des lunettes, ben, tu te dis, ok, attends, pour que je fasse cette superbe opération qui est extrêmement technique, bah, tu te mets en fait dans un conditionnement où tu vas peut-être mettre des lunettes, même si c'est des fausses. Mais quand tu vas te voir dans le miroir, en fait, c'est ça. Et un truc hyper intéressant que je voulais te dire tout à l'heure, c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est comment tu mets ça en application. Bah, c'est très simple. Si ton objectif perso, c'est, je sais pas, de réussir dans, je sais pas, on va dire dans la santé, eh ben, est-ce que tu as une image de quelqu'un qui a réussi dans la santé, quelqu'un qui t'inspire un minimum? Oui. Eh ben, tu vois un petit peu comment il est, etc. Est-ce que tu as envie de lui ressembler? Oui, non, peu importe. Mais en tout cas, comment toi, tu te vois à ce moment-là? Comment ouais. Et puis, tu te mets devant un miroir et tu te dis, OK, est-ce que là, actuellement, j'y suis? Non. Qu'est-ce que je peux changer sur moi, juste physiquement? C'est un truc super simple, aller s'acheter un t-shirt ou quoi, pour peut-être aller faire retoucher, ça coûte, je sais pas, 15 balles, 20 balles, ton pantalon qui était trop long, bah, tu le fais raccourcir. Voilà, 10 euros, 15 euros de faire la retouche, et en fait, tu vas te rapprocher physiquement de ce que tu visualises comme situation. Et en fait, ça ne demande pas un gros effort, mais par contre, ça peut avoir un énorme impact, parce qu'à chaque fois que tu te vois, bah, tu te vois à ce moment-là, quoi. Et donc là, quand tu te vois dans le miroir, tu vois déjà la personne en cheminement, mais physiquement, tu t'en rapproches. Ah, c'est des processus mentaux. Enfin, là, on l'aborde sous ce biais un peu de développement personnel ou quoi, mais si tu regardes dans marketing, c'est exactement ce que font toutes les marques. C'est ça. Et pour reprendre, je peux reprendre l'exemple du golf, je pense que ça peut parler assez facilement. C'est que tu as des clubs au golf, donc tu en as quand même 14 dans le sac, c'est quand même beaucoup, c'est pas donné. Et tout le marketing, c'est ma série de fer, je m'appelle Tyler Med, peu importe Titleist, Tiger Woods, il a gagné avec ma série, ou machin, il a gagné avec ma série. Et ils te vendent, du coup, toi, ce qu'il te faut, c'est ma série. Ben oui. Sauf que, mon gars, la série, Tiger Woods, il aurait gagné avec n'importe quelle autre série, tu vois. Donc, même comme quoi, t'as envie ça te donne confiance, en fait, c'est comme tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et pareil, pour parler de ce que je connais du golf, le visuel est ultra important quand tu vois tes clubs du haut à l'aplomb. Si t'es pas en confiance avec ce que tu vois ou quoi, ça va pas marcher, alors que la performance c'est la même. On parlait de course à pied ou même de CrossFit, peut-être, si je sais pas si tu connais un peu ce monde du CrossFit ou moins, mais quand tu arrives dans une salle de CrossFit, tu sais que tu es dans une salle de CrossFit. Ah oui, ça, tout le monde, il y a des gadgets de partout et tout le monde a les mêmes codes, les brassières, les straps, les ceintures, et tu vois, moi j'ai découvert pour la première fois il y a quelques semaines, tu vois, je suis rentré dans une salle
Et alors que je me disais, c'est comme une salle de muscu, tu vois. Et en fait, non, tu vois, il y a des codes de partout. Et parce que les champions, ils doivent être comme ça, tu vois, je les connais même pas. Mais c'est ultra intéressant. Ouais, écoute, on a fait un super tour. On a parlé de préparation mentale en soi, de visualisation. On a parlé un peu rapidement de nutrition. On a parlé de prépa physique avec le marathon, comment ça s'était appliqué dans ton aventure 10 times. On a parlé de récupération rapidement, mais de préparation de ta semaine. Et j'oublie un des derniers sujets qu'on traite dans le... C'est pas très grave, mais on a parlé de plein de trucs, c'était ultra intéressant. Est-ce que tu veux peut-être le mot de la fin pour présenter, pas pour présenter, mais pour dire, voilà, 10 times, où vous en êtes aujourd'hui, vos prochains défis, vos prochains enjeux. Ouais, avec plaisir. En tout cas, je vois que c'était bien marketé sur le téléphone, sur la doudoune et au poignet. Donc, voilà, où vous en êtes aujourd'hui, depuis l'époque où tu vendais des Seiko remasterisés. Et c'est quoi, là, qu'est-ce qui arrive dans la prochaine année, les 2 prochaines années? C'est une très bonne question. Pour reprendre très rapidement le fil, donc on avait commencé en transformant des Seiko. Et en fait, aujourd'hui, on ne fait plus du tout ça. On est une marque à part entière et on achète juste les mouvements Seiko, donc le mécanisme, hein, ce qui fait le moteur de la montre. Et ensuite, on crée nos montres autour de ça. Et en fait, depuis 1 an, on est en train d'opérer un virage et il est en train de s'accélérer, surtout là, en fin d'année. C'est qu'on a proposé des ateliers d'horlogerie où les gens, en fait, viennent. Non seulement, aujourd'hui, on a sur notre site un configurateur où tu peux choisir les éléments de la montre que tu veux faire. Et aujourd'hui, on propose d'aller plus loin. C'est carrément les gens qui viennent l'assembler eux-mêmes. Et ça, c'est en train de révolutionner complètement l'entreprise. Et on fait de plus en plus d'ateliers. On fait le samedi en général. Mais il y a de plus en plus aussi d'entreprises qui veulent faire ça en séminaire, etc., repartir avec leurs montres, etc. Et du coup, on est en train de faire un gros tournant là-dessus. Et l'année prochaine, on va mettre en place pas mal de choses qui vont faire cette dualité entre la marque de montre qu'on a créée, 10 Times, et les expériences autour de l'horlogerie, où on apprend aux gens à assembler eux-mêmes leurs montres et puis à repartir avec, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Donc c'est ce vers quoi on tend pour 2024. Et je pense que ça va pas être triste. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, incroyable expérience que j'ai eu la chance de faire. Et toi, tu as fait un atelier. Je recommande vivement. Franchement, moi, ça m'a... Direct, quand j'ai vu que tu proposais ça, j'ai dit, let's go. C'est trop cool. Quand tu fais ta montre, tu as les petits outils, tu apprends. Et limite, quand tu repars, tu as l'impression que tu peux racheter... t'as l'impression, tu pourrais racheter le kit, racheter les pièces et puis faire ta montre toi aussi. Après, Et là aussi, ce qu'il faut peut-être, que tu peux rappeler, c'est que voilà, vous faites des montres, tu disais vous assemblez, mais ça reste des... Enfin, ce que je trouve hyper cool dans 10 Times, c'est que c'est des matériaux quand même précieux, enfin de super qualité, presque la même qualité que les Rolex, mais à un prix beaucoup plus abordable. Et puis le visuel est ultra canon, et en plus c'est toi qui le fais. Vraiment, je pense que c'est vachement dans l'air du temps. On le fait, tu fais toi-même le do it yourself. En plus, l'horlogerie, ça marche quand même toujours bien, c'est intemporel. Et c'est une belle marque lyonnaise en tout cas. Merci. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année à venir. Et je suis sûr que ça va bien fonctionner. Et puis j'attends la prochaine collab avec un athlète. On verra. On verra. Écoute, dernière question assez classique qu'on entend dans pas mal de podcasts. Écoute, qui est-ce que tu aimerais voir ici à ta place? Bon, alors pas chez toi, mais à ta place derrière le micro pour un prochain épisode de podcast. Écoute, moi je te recommande Mathis Guillot, qui est en fait un ambassadeur 10 Times et qui est le champion du monde de wing foil. Ok. Et en fait, donc c'est un étudiant de l'INSA, donc comme toi et moi. Et en parallèle de ses études, il est athlète de haut niveau et il est même champion du monde. Il est double champion du monde. Okay. La discipline a été officialisée dans les championnats internationaux l'année dernière, en 2022. Et là, il a eu le titre mondial en 2022 et en 2023. Et en fait, c'est une personne qui, déjà, c'est un mec, il est super simple, il est très souriant, il est solaire, il est très sympa. Et en plus, il arrive à concilier, je pense que tu l'as vécu et tu peux en témoigner, l'INSA, c'est pas facile en termes de charge de travail, etc. Mais en plus de ça, lui, il fait des compètes au Brésil, en Italie, en parallèle de ses études, et il est champion du monde. Donc, il réussit ses études, et en plus de ça, c'est un athlète, c'est une machine.
Ok. Donc je pense qu'il irait très très bien Bah, dans ton écoute, podcast. avec plaisir. Écoute, je le contacterai. Je connais bien la section sportive de haut niveau, mais je le connais pas lui personnellement. Bah, donc je ce te sera dis, il est avec un ambassadeur, plaisir. donc avec Ok. plaisir de te mettre en relation. Super. Écoute, merci beaucoup, Baptiste. Bah, merci à toi, Paul. Et puis, j'espère que vous allez apprécier cet échange derrière vos écouteurs ou vos écrans. Et c'était un plaisir en tout cas. Pareil, merci. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et j'espère que tu as apprécié notre échange. Pour soutenir Skyrocket 21, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide à le faire connaître. Et si c'est déjà fait, merci beaucoup. Tu peux aussi partager l'épisode à 2 amis, je suis certain qu'ils te remercieront d'avoir pensé à eux. Enfin, pour ne pas louper la sortie des nouveaux épisodes, tu peux me suivre sur LinkedIn, Paul Grévaux, j'annonce toutes les semaines les invités à venir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là, garde la pêche, je compte sur toi pour tout exploser. Let's go!